C'était une soirée ordinaire pour Dan Saunders, un barman australien. Il avait terminé son service et décidé de se promener en ville avec son ami Mark. Ils se sont donc rendus dans un bar du centre-ville de Wangaratta. Après quelques verres, c'était à nouveau au tour de Dan de régler l'addition, mais il n'avait plus un sou dans son portefeuille. Il s'est donc dirigé vers le distributeur automatique le plus proche, afin de retirer de l'argent. Il a inséré sa carte dans un distributeur de la National Australia Bank à minuit 11. Dan savait qu'il avait environ 3 $ sur son livret d'épargne et qu'il avait déjà accumulé une dette de près de 2000 $ sur sa carte de crédit. Il avait aussi un compte joint avec sa fiancée, mais ce n'était pas une option, car il aurait eu besoin de son approbation. Il a donc décidé d'essayer la carte de crédit, bien qu'elle soit proche du découvert maximal autorisé. Lorsque Dan a essayé d'en vérifier le solde, il s'est heurté plusieurs fois au message « solde temporairement indisponible ». Ensuite, il a tenté de transférer 200 $ australiens de son crédit vers son livret d'épargne. Le distributeur a dit « transaction annulée » et a recraché la carte. Dan aurait dû lâcher l'affaire, mais quelque chose lui disait de tenter de retirer les 200 $ de son compte de toute façon. Le distributeur a facilement satisfait sa requête. Dan a donc pris l'argent et retrouvé son ami au bistrot. Ils se sont bien amusés, et une fois qu'ils ont terminé, Dan est rentré chez lui en passant par le distributeur automatique qui lui avait donné de l'argent auparavant. Il n'arrivait toujours pas à comprendre ce qui s'était passé, mais il a décidé de retenter l'expérience avec la machine. Il a effectué la même manipulation qu'auparavant et a transféré 2 cents de plus sur son compte. Encore une fois, lorsqu'il a tenté de les retirer, la machine lui a dit que la transaction était annulée, mais les billets ont tout de même fini entre ses mains. Il a décidé d'essayer avec 500, puis 600, et ça a fonctionné encore et encore. Notre vénard a fini par retirer environ 2000 $ australiens de cette façon. Lorsque Dan s'est réveillé le lendemain matin, il a pensé que tout cela ne devait être qu'un rêve. Mais toutes les reçues étaient bel et bien dans son portefeuille. Il a décidé de vérifier auprès de la banque, laquelle lui a appris que son livret d'épargne avait une dette de 2000 $. Mais il n'y avait aucune trace des transferts qu'il aurait effectués depuis son compte de crédit. Il semblait donc y avoir un décalage entre ce que le distributeur accordait à Dan et ce qu'était véritablement son solde. Il a décidé d'éprouver sa théorie et de voir si, en transférant suffisamment d'argent, il pourrait éponger toutes ses dettes. La nuit suivante, il s'est donc rendu au même distributeur automatique entre 1 h et 3 h du matin. Il supposait que c'était le moment où la machine devait être hors ligne. Le distributeur a montré que le solde de son livret d'épargne était de moins 997 $. Il a donc transféré 1000 $, reçu le message d'erreur, puis consulté à nouveau son compte, qui était en négatif. Ensuite, il a transféré 1000 $ de plus sur son compte d'épargne et le solde est passé à 3 $. Sa théorie était donc correcte. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de transférer davantage d'argent qu'il n'en prélevait pour que le solde reste positif. Il a donc retiré 2000 $, mais en a transféré 4000 en retour. Et puis, Dan ne pouvait tout simplement pas s'arrêter là. Il n'a pas arrêté d'appeler sa banque pour s'assurer que le stratagème fonctionnait. Et il est retourné au distributeur automatique pour retirer de plus en plus d'argent. Pendant les premières semaines, il a transféré pour près de 20 000 $ australiens. Il en a mis environ 1000 dans le compte joint de sa fiancée et a payé une tournée à tout le monde au bistrot. Dan s'est rapidement habitué à avoir des quantités infinies de liquide, à manger dans les meilleurs restaurants et à organiser des fêtes extravagantes chaque semaine. Il s'est également montré généreux, en couvrant par exemple les frais universitaires de ses amis et en envoyant l'un d'eux étudier en France. La chose la plus chère qu'il aura achetée était un vol à plus de 50 000 $ dans un jet privé de 20 sièges qu'il a emmené, lui et ses amis, sur une île privée près de Bali. Et comme si tout l'argent qu'il avait ne suffisait pas, Dan a essayé de le multiplier en pariant. Sur une période de 4 mois et demi, Dan avait dépensé environ 1 600 000 $. Il a gardé tout cela secret et n'en a rien dit à sa fiancée ni à sa famille. Il savait qu'il n'aurait pas approuvé tout cela. Le patron de Dan non plus. Une fois qu'il a découvert que Dan réglait ses paris pendant le travail, il a invité son barman à une conversation sérieuse. Il s'est avéré que Dan et son ami dépensaient plus d'argent en une nuit que le totalisateur de l'établissement n'envoyait normalement en un mois. Dan a été viré de son travail. Une fois que sa fiancée l'a découvert et en a appris la raison, elle a cru qu'il était impliqué dans des activités frauduleuses. Elle a déclaré à Saunders qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec cela et l'a tout simplement quitté. Dan a commencé à se sentir coupable de ce qu'il faisait.
Il rêvait même de son arrestation prochaine. Il a donc décidé de cesser de retirer cet argent qui n'avait jamais été le sien et s'est rendu à la banque. On lui a dit qu'il aurait beaucoup d'ennuis, mais que ce n'était pas à la banque de s'en charger, c'était désormais du ressort de la police. Dan était anxieux quant au châtiment qui l'attendait. Mais il croyait toujours qu'il n'avait pris l'argent de personne. Juste des chiffres sur un écran, après être passé à la télévision, et que son histoire ait été relayée dans la presse, il a enfin été pris au sérieux. 3 ans après s'être rendu, il a finalement été visé par 111 chefs d'accusation pour fraude. Le juge et le procureur ont eu bien du mal à établir de quoi il s'était réellement rendu coupable. Puis, après 1 an de prison, Dan est retourné à son travail de barman pour 22 $ de l'heure. L'argent, ça va, ça vient. Ce proverbe s'est également avéré pour un certain Lou Eisenberg. Il a remporté le jackpot de la loterie de l'État de New York pour un montant de 5 millions de dollars, un vendredi 13 de 1981, alors qu'il avait 53 ans. C'était le plus gros gain de loterie de cette époque. Il a donc quitté son travail d'installateur d'ampoules et a commencé à voyager dans des endroits tels que Paris, Las Vegas, Hawaï et la Californie. Il est passé à la télévision et a rencontré des célébrités comme Oprah Winfrey. Il n'a plus travaillé pendant 20 ans et a perdu une bonne partie de ses gains en jouant de nouveau. Il a également dû céder ce qu'il restait de cet argent pour payer la pension de ses ex-femmes. En 2001, il avait dépensé toute sa fortune et emménagé dans un mobile home en Floride. Il n'a jamais cessé de jouer à la loterie et est décédé à l'âge de 93 ans. Lee Ryan, originaire de Londres, a remporté plus de 6 millions de livres sterling à la loterie nationale britannique en 1995. À ce moment-là, il attendait encore sa condamnation pour avoir trafiqué des véhicules volés par le passé. Il a donc décidé de ne pas perdre de temps et s'est livré à des dépenses extravagantes pendant les 6 mois qu'il lui restait avant d'aller en prison. Il a acheté une luxueuse maison de campagne pour plus d'1 million et toute une flotte de voitures de luxe, incluant une Porsche, une Bentley, une Ferrari et une BMW. Toutes étaient assorties de plaques d'immatriculation personnalisées. Lee 1, Lee 2, Lee 3 et Lee 4. La presse a surnommé Lee le Lotolag. Un de ses amis lui a révélé que des voyous en avaient après son magot, de sorte que Ryan a dû assurer la sécurité de sa famille, en acquérant des caméras high-tech et les services d'un garde du corps. Après avoir passé 9 mois derrière les barreaux, il a recommencé à dépenser de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ryan a quitté sa femme et s'est enfui au Kirghizistan avec sa petite amie. D'ici 2010, tout l'argent gagné à la loterie avait disparu. Lee a même dû dormir dans les rues de Londres, dans son sac de couchage, pendant quelques mois. Après un certain temps, il a fini par trouver un emploi de caméraman et il accueille désormais des sans-abri dans son appartement au sud de Londres. Denise Rossi a perdu bien plus que ses gains à la loterie. En janvier 1997, elle a rempli une demande de divorce de façon complètement inattendue après 25 années d'un mariage apparemment heureux. 2 ans plus tard, Thomas a reçu une lettre intrigante adressée à son ex-femme, émise par la société responsable du paiement de grosses sommes aux gagnants de la loterie. Il a entamé une action en justice et a bientôt découvert que Denise avait remporté un jackpot d'1 300 000 $, 11 jours seulement avant d'entamer la procédure de divorce. Conformément à la loi californienne, Thomas aurait dû avoir droit à la moitié de la nouvelle richesse de Denise dans le cadre du règlement de leur divorce. Pour punir Denise, un juge a statué qu'elle ne devait pas seulement restituer la moitié, mais l'entièreté de ses gains de loterie à son ex-mari. Ainsi, elle n'a jamais pu dépenser la fortune qu'elle avait gagnée.